commencer pour vous parler de mes dernières lectures. Il y a eu pas mal de choses qui viennent de la médiathèque et il y a quand même pas mal de romans aussi. Mais là, je vous avoue qu'il y a eu aussi plusieurs abandons. Donc on va en parler. J'avoue que c'est quelque chose que je fais assez rarement, mais là je me suis dit en ce moment, comme j'ai plus de coups de cœur, comme il y a plein de trucs que j'ai pas envie de lire, eh bien on va s'autoriser à faire un petit peu plus d'abandon. Mais bon, on n'est pas là que pour parler de ça. Je vais vous parler du coup. On va commencer par ce que j'ai pris à la médiathèque. J'ai remarqué qu'à la médiathèque, ils avaient reçu des suites de sagas que j'attendais. Donc j'ai pris la suite de Iruma à l'école des démons, le tome 14 et le tome 15. Je vous avoue que je suis assez contente parce que ça faisait très longtemps que j'attendais la suite. Et là j'ai vu qu'ils ont fait toute une razzia, on doit au moins avoir jusqu'au tome 20. Donc je vais petit à petit, évidemment, vous allez les voir dans les prochaines updates, les demander de les réserver et les lire. Si vous ne connaissez pas, Iruma à l'école des démons, c'est l'histoire de Iruma qui est juste là, qui est un enfant humain, mais que ses parents, ils en ont rien à fiche de lui, à tel point qu'ils l'ont vendu à un démon très important dans le royaume des démons. On a un parallèle entre, d'un côté, il y a la dimension des humains et la dimension des démons, et les humains ont chassé les démons ont chassé les humains, enfin bref, il y a toute une mythologie assez particulière que je ne peux pas vous expliquer sans trop rentrer dans les détails. Mais en gros, le roi des démons a disparu et on recherche son potentiel héritier, et donc il y a tout un système de hiérarchie, de magie dans cet univers-là. Et donc un vieux démon qui n'a pas eu de descendance décide d'adopter cet humain et d'en faire son héritier. Sauf que vivre parmi les démons, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour un humain, et du coup on va découvrir comment Iruma va faire en sorte qu'en allant dans cette école de démons, justement, déjouer le fait que lui il n'a pas de pouvoir par rapport aux autres. Donc voilà, là on est dans un moment au niveau de l'histoire où il y a une compétition justement pour pouvoir passer à un démon de rang au supérieur à lequel ils sont actuellement. Vu que eux, c'est une classe d'anormaux, et bien justement, on va aller voir petit à petit faire leur épreuve. Là, ils sont un peu en mode camp de survie, hein, sauf que c'est version démoniaque, donc il y a des chances de mort avec. Donc on est avec eux dans cette épreuve-là, et c'est assez chouette, c'est plein d'humour. Ça se prend pas la tête, hein, c'est pas là pour ça, mais d'un autre côté, on a aussi pas mal de petits messages qui sont véhiculés sur l'amitié, sur l'humanité, et moi j'aime bien, donc j'ai très hâte de lire la suite. Et d'ailleurs, j'ai déjà réservé la suite pour vous avouer. Même chose pour Shirayuki aux cheveux rouges. Ce nom, j'arrive jamais à le prononcer correctement. J'ai vu qu'ils avaient aussi là demandé toutes les suites, et il y en a même beaucoup plus que par exemple pour Iruma, où là je crois qu'on va jusqu'au 25 ou quelque chose comme ça. Donc pareil, je les ai demandés. Mais comme j'avais déjà fait plein de réservations, j'ai pas pu demander parce que moi j'aime bien les demander deux par deux. Donc la suite, vous la verrez dans le prochain update, je pense. Donc Shirayuki, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a les cheveux rouges, et dans cet univers-là, c'est très rare d'avoir les cheveux rouges, et en général, on dit que ces personnes ont des destinées soit tragiques ou soit je sais plus quoi. Je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à me remettre dans le bain parce que j'avais enchaîné les 13 premiers tomes, mais vraiment quand j'étais à la médiathèque, je les avais tous enchaînés et j'avais adoré l'histoire. On est sur une jeune fille qui justement va apprendre un peu en mode les carnets de l'apothicaire à apprendre tout ce qui est poison, pharmacie et tout ça, et elle va arriver à en être un jeune prince, le second prince du royaume, et il va y avoir une petite romance entre les deux, mais alors slow burn à fond. On est vraiment sur de l'amitié au départ, et c'est vraiment dans les deux derniers tomes là où on est arrivé où ils s'avouent leurs sentiments. Donc là c'est un peu particulier parce que comme dans beaucoup d'arcs dans manga, là elle est partie pour faire une formation et tout, donc les deux sont séparés. Mais je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à raccrocher les wagons, vu qu'il y a eu énormément de temps, il y a eu quasiment 2 ans là entre ce manga-là et ma lecture des précédents tomes, donc j'ai eu du mal. Mais je vais essayer de me remettre dedans avec les deux suivants pour remettre un petit peu tout dans son contexte et réapprécier, parce que je sais que j'avais adoré ce manga. Donc quand j'ai vu qu'elle allait à la suite, j'ai sauté dessus, mais là en le lisant, j'étais un peu en mode oui, mais je vois pas de qui tu parles, je vois pas pourquoi ça. Il y a eu des passages un petit peu aussi longuets, justement, toutes ces recherches au niveau des potions et tout. J'étais en mode oh, je comprends plus rien. Il y a trop de temps qui est passé entre eux. Donc j'espère que les prochains tomes, je vais vite raccrocher et avoir l'engouement que j'avais eu. J'ai continué et terminé Colossal. J'ai lu Colossal du coup 4 et j'ai lu Colossal 5. Oh my god. Elle est magique cette BD. Franchement, en plus, je savais même pas que c'était le dernier tome. Quand j'ai lu et que j'ai vu écrit fin, j'étais en mode comment ça fin? Y a pas de suite? Donc Colossal, on est sur l'histoire de... Ah merde, elle est pas là la jeune femme. Nanana. Elle est où? Ah, elle est là. De cette jeune femme qui en fait partie de l'aristocratie, de la noblesse, mais elle ne correspond pas du tout au cliché
qu'on se fait d'une jeune, une jeune aristo. Au contraire, elle, ce qui la passionne, c'est la muscu. Et le problème, c'est qu'elle ne correspond pas au code et eh bien, elle a un peu du mal, du coup, à se trouver. Elle se cache pour aller faire de la muscu et en même temps, il y a des enjeux un peu aristo en mode mariage arrangé et tout qui se jouent avec un petit décalage moderne parce que ils ont tous des ordinateurs, des téléphones et tout et tout. Donc voilà. Dans les premiers tomes, elle va assez vite s'amouracher du palefrenier de Sapirini, mais qui n'est pas là. Et on va avoir justement une romance en le fait qu'ils aient une différence de classe. Donc j'avais beaucoup apprécié aussi justement les différents sujets qui sont apportés, parce qu'on a le côté féministe, pour le fait qu'une femme veuille avoir des muscles, veuille être baraque, et que ça pose problème, alors qu'ils ont plutôt une vision de la femme assez fragile, docile et tout, avec le mariage arrangé aussi. Donc là on avait une question de plein de choses super intéressantes, la pression familiale, bref, j'ai adoré. Il y a énormément de sujets qui sont traités. Là, on l'a eu dans ce cas, on a eu ce qui s'est passé dans le tome 3, on a eu une rupture justement, et donc là on a le comment vivre après cette rupture, et est-ce que on peut, est-ce que l'amitié peut aider à surpasser justement ce genre de deuil, parce que souvent une rupture c'est quand même assez assez important, et bref. Il y a du queer à foison aussi dans cette BD, donc j'adore, parce que franchement ça regroupe tout ce que j'aime. Et là on touchait à un sujet qui pour le coup je ne l'ai pas vu venir du tout, mais quand j'y étais dedans, j'avais un petit peu les boules, je vais pas vous mentir, pour l'avoir vécu, alors pas moi personnellement, mais une personne de ma famille. On est sur une personne qui rentre de force dans un institut, dans une cure. Et en l'occurrence, là, justement, c'est son père qui la met de force, justement, quand il se rend compte de la musculature de sa fille, pour la faire maigrir. Et là, on a tous les clichés du diktat du corps, comment il doit être, ce que la société attend de nous et tout. Et le bourrage de crâne. Alors, j'ai bien aimé qu'on parle de ce sujet, j'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent. Le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est que le côté secte qui a été apporté n'était pas justifié pour moi. J'aurais aimé plutôt qu'on dise justement que c'est la société qui veut qu'on ressemble à ça, et non pas qu'on apporte ce petit côté secte en mode ce sont des illuminés, donc voilà, ils ont fait ça, mais c'est, entre guillemets, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Malheureusement, je suis désolée, mais si c'est la société qui est comme ça, c'est la société qui veut des mannequins avec un taille 32 voire 30, qui veut que les femmes soient minces pour qu'elles ne prennent le moins de place possible. Donc je n'étais pas trop d'accord sur ce point-là, mais sinon j'ai adoré. J'avais vu un petit peu venir la chose, mais j'étais pas trop sûre qu'on allait partir dans ce délire. J'ai adoré la romance qui a été finale, on va dire, parce qu'on a plusieurs love interest qui vont arriver, et du coup je suis très contente du tournure des choses que ça a pris pour un des love interest. Par contre, love interest, j'étais en mode oh non mais tant pis, c'est pas grave, puisque son histoire à lui n'est pas vraiment développée. Mais vrai, j'ai bien aimé comment ça justement envoie des messages de s'aimer soi, de réussir à s'affirmer, les quêtes d'identité et tout. Franchement, ça c'est à mettre entre les mains des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, hein, en CDI, en médiathèque. Je valide à 100%, ça n'envoie que des bons messages au niveau de la tolérance, de l'acceptation de soi, de l'acceptation des autres. Et en fait, il y a tout dedans. Comme je vous disais, c'est à la fois féministe, à la fois queer, et à la fois il y a plein de sujets de société trop importants dont il faut parler. Donc je kiffe. Et en plus, on n'est pas sur quelque chose de lourd, parce qu'il y a beaucoup d'humour qui est apporté à ça. L'histoire, elle est... Enfin, voilà, elle n'est pas là pour se prendre la tête. Et moi, je dis, c'est validé, c'est 100%. Là, on va partir sur une petite déception. Le cœur en braille, 3 ans avant. Je me souviens d'avoir lu Le cœur en braille, la première BD, et j'avais eu un réel coup de cœur, il me semble, pour celle-ci. Je vous avoue que quand j'ai lu celle-ci, j'étais en mode... Je comprends pas. je n'ai pas compris où on en venait et pour qui et pourquoi. Donc j'étais en mode... Ouais. Là, par contre, les messages, pour moi, ne sont pas passés. Il y a beaucoup de questions de la vie, de la responsabilité des adultes, du fait que passer de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, c'est pas vraiment facile. On oppose beaucoup le fait d'être responsable au fait d'être un peu fantasque, ce que je trouve pas un message chouette. En réalité, on peut être adulte responsable de soi et avoir des ambitions et tout ça, mais aussi avoir un petit côté excentrique, un petit côté fantasque. Donc là, j'étais pas trop emballée.
je vous avoue, je me souviens que l'autre, même si je me souviens quasiment plus de quoi on parlait, j'avais adoré. Celui-ci, je m'y suis pas retrouvée dans les messages en fait. Enfin, on est sur un jeune garçon qui est en école primaire et qui va avoir un spectacle à monter avec sa maîtresse, sauf qu'il va se rendre compte que un de ses meilleurs amis va avoir un cancer. Et d'un autre côté, on a sa famille aussi qui s'étiole un petit peu parce que sa mère et son père se prennent souvent la tête. Et il y a son oncle qui va se rajouter à ça, venir vivre chez eux. Et son oncle, justement, c'est le côté fantasque, le côté irresponsable au possible. Et du coup, à force de faire des conneries, la famille va se disloquer en fait. Et euh, je sais pas. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'ai pas aimé. Enfin, j'y vois pas trop l'intérêt. Par contre, BD auquel je vois de l'intérêt, et j'avais pas compris que c'était un tome 1, mais si, premier round d'Elo. Mais du coup, j'ai très très hâte de lire la suite. C'est Mimouche, et d'ailleurs, j'avais un peu peur, je vous avoue, de commencer à lire. Je crois que c'est celui-là que j'ai depuis longtemps de la médiathèque, que j'avais pris dans une avant-dernière réservation, et je l'avais fait traîner, donc là, je vais enfin pouvoir le rendre. Mimouche, tu veux te battre? On est sur l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle. Alors non, Lison, c'est sa sœur. Elle, c'est comment son. Colette, voilà. Colette, qui a une jumelle et qui est morte dans un accident de voiture. Et sa mère en a perdu son bras. Elle n'a rien eu, mais sa sœur en est morte. Et sa sœur, Lison, c'était la jumelle parfaite. La jeune fille qui brillait, qui était sous les projecteurs, qui faisait de la danse classique, qui avait tout pour réussir dans sa vie. Et elle, Colette, c'est plutôt la petite renfermée, nanani, nanana. Et ça ne me dérangeait pas, la situation, ça allait très bien comme ça jusqu'à il y a 3 ans quand sa sœur est morte et du coup voilà, essayer de prendre sa place en fait. Enfin, pas de prendre sa place mais d'essayer de combler le vide que cette sœur jumelle a laissé parce que dans sa famille du coup c'était forcément voilà. Et du coup, elle qui n'était pas forcément très fortiche en danse, eh bien, s'est mise à la danse comme sa sœur pour faire plaisir à sa mère puisque sa mère est une ancienne danseuse. Sauf que petit à petit, justement, Colette va se rendre compte que la danse c'est vraiment pas pour elle et elle rencontre un sport qui la choque mais qui lui fait énormément de bien, c'est la boxe. Et sa mère n'est absolument pas d'accord parce que sa mère la surprotège vu qu'elle a déjà perdu une fille, elle ne veut pas perdre la seconde. Et voilà, c'est une mère qui du coup devient contre le fric mais beaucoup beaucoup trop. Et bien cette jeune fille justement va pouvoir dans la boxe extérioriser toute la colère, toute la tristesse qu'elle a. Et c'est assez chouette à voir justement, mais en même temps on est avec une jeune fille donc elle est assez limitée, elle ne peut pas décider de beaucoup de choses. Et je trouvais ça très important comme message. J'ai très hâte de lire le 2 justement pour voir où ils vont aller parce que pour le moment on a vraiment une introduction justement à la famille, le problème c'est que cette jeune fille veut faire de la boxe mais que sa mère ne veut pas qu'elle fasse de la boxe et donc on a une jeune fille qui s'épanouit dans un sport mais sa mère ne veut pas qu'elle pratique ce sport. Donc voilà, on n'est que sur une première BD et j'ai très très hâte de voir ça parce que justement on est sur en plus, elle est petite et elle est assez fragile justement depuis l'accident de sa sœur. Elle n'a plus grandi en fait. Et donc, on l'appelle Mimouche parce que normalement, on a en boxe, j'en ai fait, on a des poids en fait pour certaines catégories et pour pouvoir faire de la compétition. Là, Elise, je sais plus, c'est 48 ou 50 kilos qu'il faut faire et cette jeune fille de 14 ans fait moins que ça. Et donc, la jeune fille lui sourit en disant qu'elle sera avec les enfants, du coup, elle sera avec les Mimouches. Et du coup, voilà le surnom de la jeune femme. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai hâte de lire la suite. Et alors là, pépite de chez Pépitas, le cercle des dragons. Je sais plus. Ah si, ça doit être chez Pikiti que j'avais vu cette BD et que j'avais envoyé un mail à la médiathèque en leur disant écoutez, j'ai vu cette BD sur les réseaux sociaux, elle a l'air géniale, réservez-la. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont acheté et j'ai pu l'emprunter à la médiathèque. Donc, je suis très très contente. Le cercle des dragons, du coup, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui s'est fait virer de son lycée. On comprend assez vite que c'était parce qu'il y a eu un truc sexuel avec un mec et que c'est la fille qui a pris. Du coup, c'est elle qui s'est fait virer et non pas le mec. Et du coup, elle va dans un nouveau lycée et elle espère que ça ne se reproduise pas, mais en même temps, elle sait très bien que les rumeurs circulant, elle va être très vite catégorisée et c'est ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Peggy qui va se retrouver dans une situation très délicate avec un garçon qui n'accepte pas son nom. Et donc du coup, Héloïse, je sais plus, Héloïse, voilà, va décider de l'aider, de faire comprendre au mec qu'elle a dit non en fait, donc non c'est non. Et du coup va se jouer une amitié entre les deux et après petit à petit le cercle des dragons, elles vont faire un espèce de club justement où le mot d'ordre c'est safe place, c'est sororité et chacune va pouvoir justement
être accompagnée par les autres pour régler ses problèmes et en même temps régler des problèmes de femmes, par exemple dans leur lycée. Cette BD est géniale, voilà, je sais pas quoi dire. On a d'un côté des relations entre femmes qui sont là pour s'aider et non pas se tirer dans les pattes, donc c'est très chouette. On a de l'amitié, on a de l'amour, on a des relations queer, on a des relations trans, on a évidemment, comme je l'ai dit, féminisme, consentement et tout, mais ça parle aussi par exemple de précarité menstruelle, justement, comment ces jeunes filles vont dans leur lycée dire écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, mais il nous faudrait des distributeurs par exemple à tampons, à serviettes, parce que nous, en étant des femmes, ça nous arrive, et des fois, ça nous arrive comme ça, et ce n'est pas prévu dans le programme, parce que les personnes menstruées le savent, des fois on a nos règles alors que ce n'est pas le moment d'avoir nos règles, et c'est quelque chose qui est biologique, tu ne peux pas... voilà, des fois ça arrive parce que c'est stressé, des fois ça arrive parce que tu... Enfin bref, il y a plein de circonstances qui font que ça n'arrive des fois alors que ce n'était pas prévu, et du coup tu te retrouves à utiliser du PQ dans les toilettes parce que tu n'as pas de moyens de protection. Et donc voilà, il y a plein de sujets qui sont traités au niveau du féminisme, du harcèlement, du consentement, du revenge porn, bref, il y a énormément de sujets, et c'est franchement, comme je le disais sur Instagram quand j'ai mis ma petite capture là, c'est une pépite, c'est à mettre entre toutes les mains, aussi bien des filles que des garçons. Et moi, je conseillerais justement toutes les médiathèques, les CDI, de les mettre parce que c'est vraiment quelque chose d'utilité publique d'avoir ce genre d'ouvrage, parce que ça renseigne sur plein de choses, des moments vécus par des jeunes femmes, et c'est très important. D'ailleurs, il y a plein de moments qui m'ont parlé parce que ça m'a heurté, moi étant une féministe. J'étais là en mode oh, ce genre de choses ne devrait plus avoir lieu en 2025, mais je sais que ça a encore lieu, et il y a même des situations encore pires, et voilà, j'avais envie de monter au créneau avec elle, de faire partie du cercle des dragons, donc voilà, j'ai adoré et je la conseille vivement. Donc j'ai fini avec les petits trucs de la médiathèque. Là, ça va être 2 achats que moi j'ai fait. Évidemment, au niveau de tout ce qui était automnal, je n'ai pas pu passer à côté de la sortie de Brume, le tome 4, La Nouvelle Sorcière. Donc on est sur un nouvel arc. Brume avait d'abord une trilogie, donc les 3 autres, je les avais lus et j'avais bien aimé. Et donc là, au vu de la fin du tome 3, je me disais, qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite? Et je vous avoue que cette petite histoire, j'étais en mode, ouais, enfin, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et puis c'est pas trop en plus dans la bonne période au niveau de la saisonnalité, puisque au lieu de mettre La Nouvelle Sorcière, on est vachement sur un truc de piraterie, et même s'il y a évidemment des sorcières qui s'affrontent. Ah, je vais peut-être devoir faire le résumé. Au début, on est sur cette jeune fille qui s'appelle Brume, qui est une jeune sorcière, et qui en fait, normalement est une jeune humaine, une jeune fille, mais la sorcière du village a disparu, et elle décide, elle, de retrouver cette sorcière, ou du moins qu'est-ce qui lui est arrivé pour devenir la prochaine sorcière du village. Donc dans l'arc, dans les 3 premiers tomes, c'est ce qui se passe. Elle va avoir plein d'aventures avec son meilleur ami qui est juste là, qui est le plus peureux, un peu en mode Ron Weasley, et le petit cochon là qui est très intelligent, qui résout le problème. Hein. Si vous avez un problème, c'est ce cochon qu'il faut avoir, c'est Hubert. c'est pas les 2 autres. Donc voilà, et donc on résout ce premier arc en découvrant ce qui est arrivé à la sorcière originelle, je crois que c'est Cassandre ou Cassandra elle s'appelle, la sorcière du village. Et donc dans celui-ci, on sait ce qui est arrivé à Cassandre, et donc on débute un nouvel arc, et du coup on va avoir la sœur de Cassandre qui débarque, et qui est une sorcière malfaisante et qui va vouloir régner sur le village par la peur. Et Brume ne veut absolument pas ça, donc elle va essayer de régler le problème. Le souci, c'est que, à l'inverse, vous voyez des autres bouquins où j'ai vu des intérêts avec des messages et tout, ça c'est très distractif, mais il n'y a pas de message. Et donc forcément, quand tu passes après des bouquins qui ont été beaucoup plus poignants, c'est un peu fade du coup. Même si je vous le dis, au niveau automnal, Halloween et tout, ça fait son taf. Bien que, comme je vous dis, là on est vachement sur une histoire de piraterie, voilà, ce genre de choses. Voilà. Et bien du coup, j'aurais plutôt mis ça, pas en cette période. Quoique pirate, ça peut faire un peu Halloween, si on veut, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai bien aimé, mais c'était pas sur son temps. J'ai aussi lu du coup L'amour est dans le thé, le tome 9, et alors, Hello, fais le résumé. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui se rend compte qu'avec son fiancé ça va pas le faire, parce qu'il a une manière très traditionnaliste des choses. Il veut que quand il se marie, après elle reste à la maison, elle s'occupe de lui et de ses enfants, mais qu'elle ne fasse rien d'autre. Or c'est une jeune femme moderne qui n'a pas envie de s'enterrer dans ce genre de choses. Du coup elle va aller dans la plantation de sa famille, et elle va retourner en gros chez son frère, sauf que ce n'est pas son frère qui s'occupe ni de la plantation, ni de sa fille, donc sa nièce à elle, qui est dans la plantation, mais c'est un autre gérant qui s'occupe de tout, du coup, et elle
va être un peu en mode bah ouais mais c'est chez moi en fait donc c'est un peu plus censé moi qui dirige, sauf que c'est plus lui qui a l'expérience et les compétences, donc on va avoir une petite rivalité, mais c'est pas vraiment de la rivalité, mais voilà, au début qu'il va avoir entre les deux, et petit à petit la relation va évoluer. On est sur un shoujo, vous devinez comment. Ils sont ensemble déjà depuis 2 ou 3 tomes, enfin ils se sont déclarés leurs sentiments depuis 2 ou 3 tomes, mais je vous avoue que je sais pas trop si j'adhère, parce que au début on avait cette vision un petit peu choupie de la relation, parce que du coup elle c'est une jeune femme assez jeune, assez extravertie, et voilà, qui est très maladroite et qui se remet beaucoup en question, et lui à l'inverse c'est un gars un peu c'est un grumpy quoi, c'est un gars assez taiseux qui ne dit rien, mais pour moi justement il dit trop rien. Là on arrive à un moment où ça m'agace, et j'ai envie que les choses soient dites ou soient faites, et là pour le moment c'est pas trop le cas. Il y a des enjeux aussi commerciaux, justement, le fait qu'il y ait la plantation et qu'il risque de la perdre parce que faudra lire le bouquin pour savoir pourquoi. Et du coup, ils s'empêchent de vivre leur histoire un petit peu, et là, ça commence à me gonfler. Je vous avoue que voilà. Il lui avait déjà dit un j'attends pour des raisons qui étaient ce qu'ils étaient à ce moment-là et que je comprenais. Maintenant, là, on a eu un attends-moi, et là, j'étais en mode non. Il n'y a aucune raison de la faire attendre. Je ne comprends pas pourquoi. Donc ça me gonfle. Très clairement. Voilà, c'est un homme capable en fait qui montre ses sentiments mais qui ne dit pas. Et encore des fois je trouve ça assez chouette, mais là je commence à vraiment m'énerver. Donc je vais essayer de finir quand même, mais du coup je suis pas sûre de la garder au final, même si je vais la finir sûrement. Mais je suis pas sûre de la garder parce que ça part pas dans quelque chose qui me plaît quoi. Donc voilà. Et ensuite, on a quand même pas mal de livres que j'ai lus. Enfin, que j'ai lus. Il y en a pas mal que j'ai abandonnés aussi. Donc, on va commencer justement par ceux que j'ai abandonnés. Comme ça ira plus vite. J'ai commencé à lire Falling Like Leaves. Je me suis arrêtée, vous voyez encore le marque-page, à la page 177 sur 300. Donc, j'en ai lu un peu plus de la moitié. C'est une histoire young adulte. Et donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai arrêtée. Tout simplement. On est sur l'histoire d'une jeune lycéenne qui est justement à sa dernière année de lycée. Ses parents se séparent et donc du coup sa mère l'emmène vivre chez sa tante dans un petit village aux États-Unis, et donc c'est très loin de sa vie new-yorkaise à laquelle elle a l'habitude, et surtout qu'elle a des ambitions assez importantes. Elle veut aller chez Columbia, je crois, à l'école. Oui, voilà, à la fac de Columbia. Elle veut devenir journaliste comme son père, et donc du coup voilà, elle fait des stages, elle fait des trucs de ouf pour pouvoir justement avoir un CV béton et être prise à cette fac, cette prestigieuse université. Le souci, c'est qu'elle sait très bien quand elle est dans cette petite ville de rien du tout, eh bien, elle va elle va perdre ses chances d'aller dans cette fac. Et donc, au début, je vous avoue que j'ai très très rapidement envie de fermer ce bouquin, parce que la jeune fille, ben voilà, c'est une jeune adolescente, et elle se comporte très mal envers sa mère. Elle est très irrespectueuse. Je comprends qu'elle a été déracinée et tout, et que à ce genre de moment, t'as pas franchement envie de ça, de perdre tes amis et tout. Mais j'avoue que maintenant, en étant une jeune adulte, j'ai trouvé ça irrespectueux, ça m'a grave énervée. Mais au-delà de ça, ensuite, il y a tout le comportement aussi de cette jeune femme qui était hyper saoulant au niveau des gens qu'elle va rencontrer dans cette ville. Et bon, on voit très vite le truc arriver, c'est qu'il y a un gars avec qui elle avait passé un de ses étés, qui la ghost maintenant, qui ne veut plus lui parler, et elle ne comprend pas pourquoi. Et il va lui finir par lui dire ses cas de vérité, pourquoi du comment, et elle va être en mode ah ouais, mais moi j'ai pas vu les choses sous cet angle-là. Ouais, mais on dit pas que t'as pas vu les choses sous cet angle-là, en fait, c'est que tu. En fait, elle a un comportement qui m'agace, et j'ai levé beaucoup trop de fois les yeux au ciel. J'ai essayé de passer au-dessus, mais au bout d'un moment, quand j'ai vu que j'arrivais à la page 177, comme je vous ai dit, et que je n'avais plus envie, en fait, je me forçais à retourner pour me dire, allez, t'en lis au moins la moitié, histoire d'être sûre que tu loues pas quelque chose. Je sais vers quoi ça va aller, et voilà, je sais pas, ça m'a saoulée. Et en plus, je sais que ma nièce, juste avant moi, l'a lu en 24 heures chrono, donc je me dis, merde, comment ça se fait qu'elle l'a lu aussi rapidement. Mais c'est que c'est de son. Enfin, non, c'est pas son âge, parce que ma nièce va avoir 12 ans, mais c'est vrai que c'est une mentalité qui, moi, ne me correspond plus, et c'est pour ça que je lève les yeux. C'est pour ça que je lève les yeux au ciel tout le temps, et que ça m'horripile. Mais elle, ayant bientôt 12 ans, cette mentalité-là, je pense que elle le comprend mieux que moi à l'heure actuelle, et que c'est pour ça qu'elle l'a dévoré. Mais moi non, en fait. En plus, là, elle a un comportement un peu malsain, justement, avec un autre gars qui ne l'intéresse pas. Et le gars qui l'intéresse, c'est le gars, comme vous vous en doutez, où il y a le quiproquo, le gars Cooper, là.
Et du coup, elle joue un peu sur les deux faces pour le moment. Et ça m'a saoulée. Donc voilà, j'abandonne. DNF, c'est pas grave. Je vais sûrement le vendre celui-là parce que ça ne me correspond pas du tout. Autre DNF que j'ai eu, c'est celui-là. C'est le cœur du prince Corbeau. Je l'ai reçu en service de presse Babelio. Je l'avais demandé et je pensais que ça allait être chouette, mais au final, non. Je me suis arrêtée à la page 54 sur, je sais pas, il doit y en avoir une 500 pour le coup. Ouais. On est sur une romantaisie, c'est une réécriture de Cendrillon comme on en a vu des centaines de milliers, sauf que là on est dans un royaume failli. Et voilà. Comment vous dire que là aussi ça m'a gonflé, mais d'une puissance. En fait, là il y a tellement de clichés, de choses prévisibles. Par contre, il y a tout un lore que je trouve qui est pour les 50 premières pages, que j'étais en mode waouh, mais je comprends rien. Il y a un royaume unifié, mais il y a 3 rois dans ce royaume, en tout cas 3 référents avec 3 races différentes. Et j'étais là en mode mais de quoi ça s'agit? J'ai rien compris, pourtant je suis habituée à lire la fantasy, je suis habituée à lire de la fantasy, voilà, les univers complexes, voilà. J'adore tout ce qui est Game of Thrones et tout, donc j'étais en mode mais attends, je comprends rien. Donc voilà, réécriture de Cendrillon, réécriture de contes, j'adore ça d'habitude, mais là, j'ai trouvé tellement cliché que j'étais en mode mais non. Et je sais pas, ça l'a pas fait avec moi, je suis désolée, et ben je vais m'en séparer. Voilà, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que je n'ai absolument pas adhéré à la protagoniste qui subit un sort et voilà. Entre guillemets, c'est pas de sa faute parce qu'elle a fait un pacte et tout. Mais elle s'apitoie beaucoup trop sur elle à mon goût. Et voilà. Et d'un autre côté, on a aussi un peu des points de vue du gars. Et j'étais en mode, oh là là, ça c'est le protagoniste qui me lance des red flags à tout va, que je suis pas sûre d'apprécier. Donc je me suis dit, pareil, je vais pas m'infliger des lectures. J'ai tellement de mal à lire en ce moment que je me dis, non Hello, si tu commences à t'infliger des lectures que tu ne supporteras pas, c'est pas la peine en fait. T'as déjà du mal à avoir des coups de cœur, t'as déjà du mal à avoir des bonnes lectures. Si en plus tu lis des trucs où tu sens déjà, rien qu'en commençant, que tu vas pas aimer, lâche l'affaire. Donc là, ça fait 2 DNF de suite. Et je vous avoue que voilà, j'ai failli faire la même chose pour celui-ci, mais je l'avais emmené au FNR. Donc je me suis forcée à lire. En plus, parce que à la base, c'était ça en fait que ma nièce avait emmené. Elle est venue dormir chez moi et à la base, elle avait emmené ça. Sauf que ça, c'est Charleston et pour moi, c'est adulte. Donc je lui ai dit, je vais peut-être le lire avant que tu le lises parce que je suis pas trop sûre que ta mère t'a acheté quelque chose qui soit de ton âge. Donc c'est pour ça qu'elle a lu ça finalement en 24 heures. Et je lui avais passé aussi du coup Check et Met, puisque ça je le savais aussi, c'était dans ses âges. Et que comme elle a boulotté l'autre en 24 heures, je me suis dit, tout à l'heure je lui en passe un autre en attendant. Donc j'ai fini par lire celui-ci au FNR, Le vent souffle sur Little Balmoral, et je vous avoue que j'ai fini par le lire en diagonale parce que ça me gonflait. Ça me gonflait, mais alors prodigieusement. Je suis désolée, hein, mais alors là on est sur l'histoire d'une jeune femme qui va hériter du manoir de sa tante et de tout l'héritage de sa tante d'ailleurs, qui va lui donner pas mal de choses, mais comme sa tante et sa mère se sont disputées puisque sa tante aurait volé l'héritage, en fait quand leur grand-mère est morte, et bien celle-ci s'est accaparée tout l'héritage et donc du coup la mère de la protagoniste s'est retrouvée sans un sou, voilà. Du coup il y a une haine entre les deux sœurs et quand la nièce hérite de sa tante, elle est en mode je comprends pas pourquoi c'est mon héritière. Voilà. Et donc elle va débarquer, elle vivant en plus au Canada, elle va revenir en France pour s'occuper de toute la succession et tout, mais ça ne va pas se passer comme prévu, puisque sa tante a mis une condition en fait qu'elle hérite, c'est que elle doit retaper le manoir avec une enveloppe qu'elle lui a mis de côté, elle lui a mis 500 000 € de côté pour retaper ce manoir. Bref, il y a pas mal de choses en fait qui pourraient être bien, hein, on va pas se mentir, c'est une lecture qui est sans prise de tête, mais il y avait des choses tellement prévisibles en fait. L'autrice nous a tellement lancé des cailloux en mode... enfin, c'est tout con, mais je vous donne un exemple. Cette femme, la jeune femme, la protagoniste, n'a jamais connu son père. Et quand elle revient dans le village natal de sa mère, il y a un homme qui lui ressemble beaucoup, d'une 50aine d'années. Est-ce que vous voyez le plot twist arriver? Il n'y a pas de plot twist du coup. Si tu me le dis 20 fois dans le roman, j'ai compris en fait. J'ai compris. Il n'y a pas besoin de... La révélation à la fin du coup n'était pas une révélation. Et vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça qui font qu'elle nous martèle tellement. Il y a tellement de fois où le truc nous est répété que t'es en mode mais du coup il n'y a plus de surprise là en fait. Donc voilà, c'était un peu...
Et pareil, il y a un quiproquo entre elle et le protagoniste, du coup le journaliste qui vient faire une enquête sur le fait qu'il y a des manoirs hantés et tout. Et en fait, ce sont leur amour de jeunesse. Quand elle était justement avec sa mère, elles sont venues passer du temps en France. Et donc elle a rencontré ce type, et ce type et elle ont eu leur première histoire d'amour. Et en gros, ce sont des âmes sœurs. Et ils se sont séparés quand elle est partie vivre au Canada, forcément. Parce qu'elle était jeune et que sa mère a décidé de l'emmener vivre au Canada, donc elle n'a pas eu le choix que de suivre sa mère. Donc du coup, il y a eu cette séparation. Et en fait, dès le chapitre 2 ou 3, il y a un quiproquo entre les deux qui nous est dévoilé, et on sait le pourquoi du comment. Du coup, il n'y a plus trop d'intérêt. Je trouve ça nul, parce que du coup, on a le point de vue du gars qui nous dit « Elle m'a quitté comme une grosse merde, sans jamais un retour, sans jamais... voilà, du coup, je n'ai pas pu recontacter, puisqu'elle ne m'a pas laissé ses coordonnées, elle ne m'a rien dit, voilà, on vivait notre plus belle histoire d'amour, et elle m'a abandonné comme une grosse merde. » Et d'un autre côté, on a elle qui te dit très clairement c'est un gros con parce que je lui ai laissé une lettre avec mes coordonnées et tout, et il ne m'a jamais répondu, il m'a ghosté. Il n'a jamais répondu à mes lettres. Donc vous voyez le truc venir, évidemment, il n'a jamais eu cette lettre. Et donc du coup, t'es en mode ah ouais, dès le chapitre 2 et 3, tu nous donnes tout en main en fait. Donc j'étais un peu ouais, mais du coup. Et il va y avoir... Moi par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que tout au long du bouquin, on a un petit truc comme ça qui nous est donné. Alors moi, je l'ai lu sur ma liseuse du coup, parce que comme j'étais au FNR, je pouvais pas me permettre d'avoir le bouquin sur moi. Mais non, on a un petit filtre qui nous est donné. Et à certains endroits, est-ce que je vais finir par en trouver un quand même, on a des petits trucs comme ça qui nous sont mis. Et quand vous passez le filtre, je sais pas si vous allez voir à la caméra, et bien du coup ça décrypte, voilà. Parce qu'on a une jeune femme qui avec sa tante aimait bien justement faire ce genre de petite énigme. Et donc ça va être un peu une chasse justement dans ce manoir à découvrir les secrets. Donc c'est assez chouette. Et en plus justement on a cette fameuse lettre qui est déchirée en petits morceaux. Est-ce que je vais trouver des petits morceaux? Voilà, des petits morceaux comme ça. Et à chaque fois que le mec ou la meuf trouve des petits morceaux dans le manoir, et bien du coup on a un petit peu de cette lettre, cette fameuse lettre qui n'a jamais été réceptionnée par le gars et qui a créé le quiproquo entre les deux. Donc au niveau de l'histoire, je vais passer à ma nièce et je vais lui dire tu peux le lire, il n'y a pas de souci. Il y a juste un petit moment où c'est un peu smutty, mais c'est vraiment très léger, on n'a pas de scène réellement explicite. Donc je vais le passer à ma nièce parce qu'il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai trouvé ça tellement prévisible en fait. J'ai pas pris de plaisir à le lire parce que je le lisais justement pour faire attention si c'était pas trop smutty pour ma nièce et si elle pouvait le lire. Et voilà, j'ai pas trop pris de plaisir. Mais je pense que si vous voulez justement une lecture sans prise de tête et qui commence en automne et qui finit en hiver, comme vous le voyez, c'est absolument parfait pour vous. Je vous dis par contre, il y aura zéro surprise. L'autrice vous prend vraiment par la main et vous dit viens voir, j'ai plein de trucs à te dire. J'ai profité aussi de la période un petit peu automnale pour lire ceci et du coup finir la saga Pumpkin Spice de Alicia Garnier, qui est du coup le tome 4 de Reed et Holly. Et alors là c'est un final qui ne me plaît absolument pas. Reed et Holly, en fait j'ai l'impression d'être hyper chiante dans cette update. J'ai l'impression d'être en mode y'a rien qui me plaît. Mais si, vous allez le voir après, il y en a un, le dernier quand même, j'ai bien aimé. Donc là, on est sur l'histoire, comme je disais, de Reed et Holly. Dans le premier tome, on est au niveau de Noël et on est sur deux jeunes gens qui sont rentrés en même temps dans une entreprise de création de jouets. Elle est au service compta et lui, il est au service ingénieur en fait. C'est lui qui crée les jouets. Et la première journée qu'ils se sont rencontrés, en fait, ils se sont tous les deux clashés. Il y a eu une grosse engueulade entre les deux. Et du coup, ça fait plus de 3 ans qu'ils travaillent dans cette entreprise. Mais ils ne peuvent pas se voir. 3 ou 7 ans, je sais plus. Bref. Et donc, on est à la veille de Noël. Et ils vont être enfermés tous les deux dans le bureau à cause d'une panne d'électricité. Et donc, il va y avoir plein de choses qui vont ressortir. Et le quiproquo entre les deux, voilà, qui va mener à une histoire d'amour. Ensuite, on a le tome 2 qui se passe à Pâques, on a le tome 3 qui se passe en été, et donc là le dernier tome qui se passe en automne, comme vous pouvez le voir à la couverture. Ça va spoiler, hein, mais bon. Dans les tomes précédents, on a eu le mariage, on a eu l'emménagement, donc on a eu plein de trucs, et donc vous vous rendez bien compte que là, la dernière case à cocher, évidemment, c'est la trope pregnancy. C'est ce qui va arriver, forcément, sinon c'est pas drôle.
Alors j'ai bien aimé en fait comment les choses sont traitées. Il y a énormément de facilité en mode narrative, des choses qui n'arriveraient pas. Genre, il y a un boss qui a un appartement et qui sait pas quoi en faire, je vous le donne. Non. Non, je suis désolée. Je sais plus s'ils vivent à New York ou je sais plus dans quelle grande ville en plus ils vivent aux États-Unis, mais une personne qui a une maison à New York ne va pas te donner sa maison. C'est genre non. Donc voilà, il y a un peu trop de facilité scénaristique à mon goût. Et puis la trope Nancy, ok, mais là franchement, tu crois que t'as pas abusé? Que t'en aies un ok, qu'il y en ait deux, c'est déjà beaucoup, mais là trois. Et j'étais en mode ah oui quand même. Donc je l'ai bien aimé, ça se lit très vite, ça fait moins de 100 pages, franchement, voilà, c'était un petit moment très rapide, juste avant le FNR, donc voilà, j'étais en mode, il faut que je finisse de lire mes trucs automnales avant d'aller au FNR et de passer novembre et de savoir que j'allais vouloir des lectures plus, voilà, moins automnales, un peu plus hivernales, voire que je commençais à aller voir Noël. Donc c'est lu, c'est chouette, mais est-ce que ça passe trois pattes un canard? Non, à tel point que je pense que je vais même Et la dernière lecture que j'ai faite, mais je ne l'ai pas en physique, je vais vous mettre juste là, la petite image pour que vous voyez de quoi je parle, c'est la librairie du Cinnamol Rolls, qui fait partie de... c'est la suite de The Pumpkin Spice Café, donc la série c'est Dream Harbor, voilà, j'avais un doute, je savais plus c'était quoi le truc. Dans cette série, en fait, on a des tomes compagnons à chaque fois sur des couples qui vous sont introduits dès le tome 1. Vous voyez déjà les couples se faire, ne vous inquiétez pas. c'est cousu de fil blanc. Donc, dans le premier, on est sur une jeune femme qui va débarquer dans Dream Harbor, la petite ville, et qui va reprendre le café de sa tante, puisque sa tante décide de partir en retraite et de lui laisser son café. Elle, qui a vécu un épisode assez traumatisant en ayant vu son boss mourir devant elle, décide que la vie, alors je sais plus si c'est New York ou quoi, mais bref, c'est la vie dans les grandes villes, ça va bien 5 minutes, mais elle veut revenir à une vie un peu plus tranquille, un peu plus posée dans une petite ville. Donc quand sa tante lui propose ça, elle se dit c'est parfait, je vais pouvoir recommencer ma vie. C'est ce qui va arriver du coup, et elle va tomber sur l'agriculteur du coin grincheux avec qui il va avoir une romance. Bref. Et dans cette ville, justement, Dream Harbor, tout le monde se mêle de tout. Il y a un espèce de farm family énorme. C'est une small town, donc vous voyez un petit peu les tropes qui vont s'en dégager. En l'occurrence, on a le meilleur ami de Logan, qui est un mec qui est très coureur de jupons, qui se tape toutes les touristes de la ville, parce que lui, il est le gars qui fait les expéditions en bateau, justement, il a un bateau, et lui, il aide les touristes à faire... Enfin, il leur fait faire des visites en bateau, quoi. Et quand c'est pas la saison pour ça, eh bien, il est serveur dans le bar du coin. Donc, on a ce protagoniste-là dans le tome 2, avec la petite libraire de la ville, Hazel. Oui, je crois que c'est ça son nom. J'ai un doute. Ah, merde. Et du coup, il va y avoir une romance entre les deux, en sachant que Hazel, elle est amie depuis l'enfance avec Logan, donc le protagoniste du tome 1, et que le protagoniste là, lui, il est là depuis plusieurs années, donc ils s'entendent bien, mais voilà, c'est... On va dire qu'on est sur deux archétypes, l'archétype de la meuf qui a des relations sérieuses, et l'archétype du gars qui n'a jamais de relations sérieuses, qui a que des coups d'un soir, voilà. Et elle, d'un côté, c'est la libraire qui est la jeune fille très timide, très lettrée et tout, mais qui a bientôt 30 ans et qui se rend compte justement qu'elle a toujours passé sa vie derrière ses livres et qu'elle n'a jamais vécu sa vie à 100% alors qu'elle va bientôt avoir 30 ans. Et justement, on a l'échéance qui arrive, on est en plein été et elle aimerait justement sortir un peu de sa zone de confort. Lui, à l'inverse, il se rend compte que ça fait déjà plusieurs années qu'il a de réels sentiments pour cette fille et elle ne lui correspond pas du tout dans ses critères d'habitude, mais il se voit bien justement que les coups d'un soir, c'est justement des coups d'un soir parce que il ne se projette pas avec ces genres de filles-là, alors qu'avec la libraire, il se projette. Et du coup, on va avoir une petite chasse au trésor qui va être menée par Hazel parce que, eh bien, dans sa librairie, il y a quelqu'un qui lui laisse des petits mots dans les livres et du coup, elle va vouloir résoudre ces petites énigmes et évidemment, le gars va débarquer pour l'aider à résoudre ces énigmes et à lui faire vivre en gros son meilleur été, l'été où elle sort le plus de sa zone de confiance avant ses 30 ans. Et donc on a cette espèce d'échéance aussi qui m'a un peu perturbée parce que je vous avoue que la couverture, non, je vais sûrement vous la mettre là plutôt, quand la couverture vous la voyez, ça vous fait penser à une vibe très automnale. Moi j'ai pensé justement qu'on était dans la continuité de le Pumpkin Spice Café, or comme je vous ai dit, non, on est en plein été. Sur la fin, vu que son anniversaire c'est le 28 septembre, bah oui, on est un petit peu plus dans une vibe automnale,
Mais du coup, l'avoir lu après le Pumpkin Spice Café, en respectant la sortie de publication, j'étais en mode, mais les gars, il y a un souci. Enfin, je pense qu'il aurait fallu d'abord sortir la librairie du Cinnamon Roll, enfin que l'autrice fasse d'abord celui-ci, puisqu'il se passe en été, et qu'après on ait le Pumpkin Spice Café qui lui se passe en automne. Vous voyez, il y aurait une continuité. Parce que là, pour moi, il y a un problème. Donc voilà. Bien que les personnages comme Logan et je sais plus c'est quoi le nom de la meuf soient déjà ensemble dans celui-là, donc on peut se dire, bon, mais c'est l'année d'après. Ouais, sauf que là, le tome qui va sortir le prochain, là, c'est celui-là sur la ferme des sapins. Donc c'est Noël. Donc d'avoir le 1 en automne, le 2 en été et le 3 à Noël, il y a pour moi une couille dans le pâté. Mais bon, c'est pas grave. J'ai bien aimé l'histoire, je vous avoue qu'elle était assez prudente. Les personnages sont très attachants. En plus, on a un petit souci au niveau du gars qui manque beaucoup de confiance en lui parce qu'il n'a pas eu son bac. Et donc, du coup, sortir avec une livraire qui est une archétype assez intellectuelle, mais forcément, vous voyez, il y a ce petit conflit-là qui se met entre les deux. Et, enfin, pas entre les deux, justement. Elle est assez vite débunkée, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc, c'est assez chouette. Et par contre, beaucoup plus spicy que le premier. Beaucoup plus. Je m'y attendais pas du tout parce que moi en fait je le lisais, enfin je l'ai écouté en audio justement, je l'ai pas lu sur le trajet en allant chez Cynthia pour la rejoindre pour le FNR. Et donc du coup dans ma voiture j'étais en mode ah ouais d'accord. Et j'étais très surprise, j'étais en mode ah bah ça y va la meuf, on a compris que c'est bientôt 30 ans mais c'est pas parce que tu vas bientôt avoir 30 ans qu'il faut te lâcher comme c'est pas permis. En fait on a l'impression que tout ce qu'elle n'a pas fait pendant ces 30 premières années, elle les fait en 2 mois. C'était en mode ah ouais on se calme. Donc voilà, c'était une chouette lecture, j'ai bien aimé, on est bien dans l'ambiance. Dream Harbor, franchement, c'est pépite avec toutes les petites embrouilles qu'il y a entre tous les personnages et tout. Pareil, la forme familier qui se crée et qui se mêle aussi de leurs histoires et qui essaye d'un côté d'être en mode ouais, mais vous êtes justement deux personnes qui sont trop différentes pour être ensemble, mais d'un autre côté, si vous voulez être ensemble, c'est vous que ça regarde, hein, je suis désolée. Moi j'ai bien aimé, j'étais très contente. En plus, on est avec une protagoniste qui a deux papas et une maman, parce que du coup, elle a un papa qui est gay et qui s'est marié, et elle a une maman du coup qui. Enfin, en gros, il y a eu procréation ensemble, mais enfin pas ensemble, mais vous avez compris. Et donc j'ai trouvé ça aussi chouette parce que on a des archétypes qui changent, et c'est dit sans. Enfin, si, c'est dit en pointant du doigt justement pour montrer que. La sphère familiale n'est pas forcément celle classique avec un papa et une maman, et voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié, et pareil pour lui, le protagoniste, donc il a une sphère un peu plus classique avec un père, une mère et des sœurs, mais justement il a des sœurs qui sont des archétypes de femmes fortes, et c'est chouette parce que, enfin je sais pas, il y a plein d'archétypes qui sont démontrés là dans ce bouquin et qui me plaisent énormément, qui sont à la fois des clichés mais à la fois des anti-clichés, donc franchement j'adore cette série et j'ai très hâte de lire le prochain là, sur, je crois que le tome 3, je sais que c'est Ferme de sapin mais je sais plus... Et par contre, j'étais très déçue parce que moi, je m'étais imaginé un couple. J'avais shippé deux personnages et finalement, au vu du résumé du tome 3, la personne ne sera pas avec celle que je voulais. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai parlé de toutes les lectures que j'ai fait récemment. S'il y a des lectures dont vous souhaitez parler, de l'avis que j'ai donné, que vous avez plus ou moins été d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi dire, à mettre un petit emoji. Là, on est sur mes dernières lectures vachement automnales. Donc si vous voulez mettre un petit cœur orange par exemple, ou alors des petites feuilles, ou des petits champignons, ou tout ce que vous voulez, ça aidera énormément pour le référencement. Évidemment, vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous fais tout plein de gros bisous.